Bonjour, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre, merci de nous écouter. Et ce direct va être long. Je suis fatigué d'entendre des formules, on va pas être long, on va pas être... Comme si on est là pour se justifier. Celui qui veut avoir un peu de technique, d'approfondissement dans l'analyse, celui qui veut comprendre la vie doit faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Même pour écouter un live, il faut des sacrifices, il faut du temps, il faut de l'attention. C'est l'association de l'attention et du temps qu'on appelle la connaissance. Voilà, donc il faut ces formules qui visent à culpabiliser quand on veut enseigner. C'est comme si on se reprochait. Et je vois beaucoup de gens viennent sur la toile, je ne serai pas long. Mais si vous n'êtes pas long, ne soyez pas long. Ça, c'est les enseignements que vous pouvez garder pour 10 générations. Vous pouvez les écouter par tranche. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent, le guide, pourquoi vous ne faites pas de direct? Moi, je fais même une semaine avec un direct. Je l'écoute par bout de tranche quand je fais mon sport, quand je dors, quand je marche. Parfois, je dors avec votre direct, je me réveille, je continue. Donc, merci de nous retrouver et c'est ça qui nous fait plaisir. Les enseignements sont là pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la force de la transmission. Pourquoi certains sont encore restés pauvres et esclaves aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un problème de transmission. La transmission est écrite et orale. D'ailleurs, on dit souvent, par exemple, du peuple juif que c'est un peuple du livre. Ce n'est pas exactement ça, mais en réalité, qu'est-ce qui donne la force à un peuple? C'est le livre, c'est la connaissance, c'est les enseignements, mais c'est la transmission. Maintenant, qui doit faire la transmission? Qui va porter la transmission? Nous sommes un peuple, par exemple, perdu aujourd'hui parce que les gens n'ont pas de transmission directe. Ils ne savent pas qui étaient leurs ancêtres. On a fait croire à vous qui êtes là aujourd'hui que leurs ancêtres étaient des singes. Et même pire, étaient même des écureuils, qu'ils vivaient de noix, de noisettes, de cueillettes dans la forêt. Ils n'ont pas accepté d'écouter la version de leurs propres parents. La transmission, c'est ça qui permet à un peuple de rester fidèle, de rester proche de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, vous voyez, tous ces malheurs qu'on a depuis plus de 7 siècles, c'est parce qu'on a coupé la colonne spirituelle. On a coupé, on a cassé quelque chose. On a remplacé les gens qui devaient vous enseigner par des esclavagistes, par des gens qu'on ne connaît pas et qui n'avaient pour seule mission que de vous voler, de vous acheter, de vous piller. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je vous prends un seul exemple. Ne jouez pas avec la transmission. Quand vous êtes dans une fête, par exemple, et que tout le monde se met à danser sur le son d'une musique en chantant, remarquez que dès qu'on coupe la musique, les gens continuent de chanter. Et au bout de quelques minutes, quand on va remettre la musique, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus totalement dans la même chanson. Or, tout le monde croyait connaître les paroles. Est-ce qu'on s'écoute là? Et c'est ça, vous ne pouvez pas me justifier le fait que vous soyez au nord, au sud, au Japon, au Canada, en Australie, aux États-Unis, le noir rase toujours les murs. Cette peau on n'a pas fait un délit. Comment on peut partir de la toge royale à Roitelet aujourd'hui, à Valais? Même quand on veut être nettoyeur des toilettes des gens, ils ne vous respectent même pas. Et la question aujourd'hui, je suivais, surtout au Cameroun, d'où je viens, même si je suis profondément africain, je suivais un débat où on veut empêcher à la jeunesse et aux gens d'aller au Canada, comme si le Canada est un pays moral, quoi. Comme si on juge de la qualité d'un pays. Le noir fait confiance aux gens qui l'ont attaché et vendu.
Mais le problème n'est même pas là. Revenons à la transmission. Mais avant, j'aimerais quand même préciser que vous-même, regardez, on ne peut pas empêcher aux jeunes qui se sentent mal dans leur pays d'aller chercher la vie ailleurs. Le peuple juif est le peuple le plus éclaté du monde. Ils ont erré dans le monde entier, du Japon, de Pologne, et aujourd'hui ils veulent venir se recentrer. Ils ont trouvé depuis 1945 un retour à leur propre terre qu'ils ont baptisé Israël. D'ailleurs, à Jérusalem, on disait d'ailleurs, pour vous qui lisez le livre des chrétiens, on dit toujours que rien de bon ne peut sortir de Jérusalem. Hein, c'est les pharisiens qui le disent. Enfin, je ne suis pas là pour expliquer les livres des autres. Mais je vais vous dire que quand vous regardez bien, la vie humaine est compliquée. Ce n'est pas parce qu'une nation est grande qu'elle n'a pas ses pauvres et ses émigrés, et ses malheurs, et ses riches aussi. L'Inde, c'est le premier pays qui envoie les immigrés aux États-Unis. Attention, pourtant l'Inde, c'est la 4e superpuissance mondiale. Ils ont tout, ils ont le nucléaire, ils sont 1,5 milliard, ils ont Bombay, ils ont la technologie, ils ont les ordinateurs, c'est eux qui contrôlent le monde. Mais ils ont une masse de pauvres qu'il faut évacuer. On ne peut pas interdire à ces Indiens de... Ils sont aux portes du Texas. Ils passent par le Mexique. Ils vivent dans des conditions moyenâgeuses parce qu'ils cherchent la vie. Ce n'est pas parce que l'Inde est un grand pays qu'il ne va pas avoir sa part de pauvres. Hein? Donc, déculpabilisez, chers Africains. Faites ce que vous voulez. Cherchez la vie où vous pouvez, à défaut de l'avoir chez vous. L'idéal serait que quand on a une terre promise où coule le lait et le miel, qu'on se batte pour trouver des conditions pour que tout le monde soit heureux chez soi. Mais on parle de quel pays? De vous à moi. Vous croyez qu'on a des pays en Afrique? J'ai vu les gens... Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire, c'est mon 2e pays, mais vous savez que la Côte d'Ivoire n'existe pas s'il n'y a pas la France. S'il n'y a pas cette structure qu'on organise là pour avoir un semblant d'autoroute, de vie. Africain, noir, seul face à son destin, il retourne au Moyen-Âge. Donc, il faut à un moment accepter cette violence de la vie pour se remettre en question. Pour se remettre en question. Je ne sais même pas. D'ailleurs, regardez, je vous fais un exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Industrialisez-vous et taisez-vous ». Ne lui donnons aucune valeur scientifique. Mais actuellement au Cameroun, je vois des salons comme Promote. Ils promettent de favoriser, de faire la promotion de l'industrie, import-substitution. On importe trop. Mais qui a le salon? C'est un Suisse qui a le salon. Un vieux Suisse blanc qui a fui là-bas, qui est venu prendre des milliards au Cameroun. Et c'est à lui qu'on a donné le salon de faire la promotion des industries. Et qu'est-ce qu'il met dans ces conneries-là? Il fait venir toutes les multinationales qui sont en train de pensionner et de tuer l'industrie camerounaise. Et qu'est-ce qu'on célèbre au Cameroun, par exemple? C'est des livres comme L'arnaque, tel m'a fait ceci, tel a fait... Les livres de personne. Il n'y a pas de livre de réflexion. Les gens ne veulent pas avoir la transmission. Les gens ne veulent pas faire l'effort succédané de se poser les questions, de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'or sous les pieds? Et quand tu écris un livre comme ça, on le discrédite, on le fait passer sous le truc. La CRTV, les médias tournent même le dos pour que les gens n'aient jamais accès. Mais ils sont à la télé, ils sont sur les réseaux sociaux, import, substitution, import. L'industrie ne va pas tomber du ciel. Il vous manque ce courage de la transmission. Allez vers ceux qui osent, ceux qui déblaient, ceux qui savent, ou ceux qui posent les bonnes questions. C'est ça, la pauvreté. C'est ça, la faiblesse même idéologique et politique. Si on va reparler de ça dans quelques jours, si vous le permettez, bien sûr. Regardez l'offre politique. Les Africains croient qu'ils peuvent avoir une meilleure offre politique quand intrinsèquement ils sont médiocres, mauvais et méchants. Quand ils ne sont pas outillés à la technostructure mondiale. Le monde entier est en train de se faire peur.
Parce que le monde a été bâti sur la violence. Si vous avez lu Freud, si vous avez même lu Anna Freud, la fille de Freud, si vous avez lu les Nietzsche, tous les penseurs vont vous dire qu'on n'a pas construit un monde dans les bisous. Nous sommes les fruits de la violence. Nous sommes les fruits de la guerre permanente. Et cette guerre, peut-être, n'est pas souvent apparente. Mais la guerre, elle est inhérente à notre condition humaine. La guerre est une transmission même ontologique. La violence est une partie de la vie humaine. Les peuples qui veulent donc vivre en paix préparent là, répétez vous-même à la maison, vos prières, 1000 prières de 1000 personnes pauvres ne vont jamais amener la paix, ne vont jamais donner le pain, ne vont pas vous donner l'eau potable. C'est pour ça que, quand on retourne, les colons qui n'étaient pas des gens si intelligents, mais qui étaient supérieurs à la moyenne de l'époque, les explorateurs, c'était souvent des petits voyous, c'était des petits bandits, c'était des valets de la cour. Ce n'est pas les rois qu'on a envoyés vous coloniser les Africains, c'était des petits missionnaires. Il n'y a pas eu un esprit de lumière qui soit venu. D'ailleurs, historiquement, vous savez que le général Leclerc, que vous avez dans toutes vos capitales, allez au Cameroun, il y a la venue du général Leclerc, Abidjan, Dakar, comme si c'est des gens qui ont sauvé les nègres, quoi. Bon, pour revenir, c'était un simple soldat qui s'est fait passer non seulement pour colonel, mais en plus général. D'accord? Ça veut dire que des gars qui étaient même pas au niveau de réflexion ici, Christophe Colomb n'était rien en Espagne. Oui, il n'était rien au Portugal avant son départ. C'était juste un aventurier. Et la plupart du temps, on voulait se débarrasser d'eux, on allait monter dans le bateau et foutre le camp. Alors, ils arrivaient quand même à venir nous détruire la pensée. C'est parce qu'ils ont quand même trouvé des failles, non? Ils ont trouvé des gens fragiles. Ils ont trouvé des gens qui conservaient la connaissance pour une petite caste de rois, de seigneurs à laquelle j'appartiens, ou mon groupe social, alors que la connaissance doit être distillée au plus grand nombre. Et aujourd'hui, en Afrique, vous constatez que rien n'a changé. Les gens détiennent une parcelle de pouvoir pour eux, ils font la transmission d'eux à eux, et comme elle est orale, elle s'oublie, et les fils des ministres viennent se tresser à Paris et laver les plats dans les restaurants quand ils ne peuvent pas assumer leur défaite parce qu'ils n'ont pas appris le goût de l'effort, le goût de la vraie pensée. Alors, ce que je suis en train de dire, parce que c'est très fort, les enseignements qu'on mène, et on a un laps de temps, ce n'est pas une conférence, c'est une tribune libre d'expression. C'est pour ça que les vrais modes de pensée, c'est la transmission orale, mais qui doit être retranscrite. Parce que si nous tous, on a la même chose, il faut qu'on ait la bonne source. C'est valable dans le journalisme, c'est valable dans la cuisine, c'est valable dans... Vous ne pouvez pas arriver et vous trouvez une table dressée, vous vous mettez à manger et vous allez reproduire la recette. Il faut qu'on vous explique. Et c'est ce temps d'explication-là qu'on empêche aux Noirs d'avoir. On vous bourre la tête avec ce qui n'est pas utile. On vous fait réciter les psaumes. On vous fait réciter les livres de la guerre de 1905. On oublie de vous donner l'enseignement nécessaire. Et qui donne l'enseignement nécessaire? Et là, on aboutit maintenant à la prise de la responsabilité de construire un destin. C'est pas tout le monde qui parle. C'est pas tout le monde qui doit dire. Et remarquez bien, chaque fois que ton ennemi te donne un couteau, il faut te poser les questions. Est-ce que c'est pour me faire du bien ou pour me faire harakiri moi-même, pour me pousser au suicide? Quand on vous donne les réseaux sociaux, on ouvre vos algorithmes, on vous fait croire que vous êtes important parce que vous devez déverser, eh bien vous déversez. Vous embrouillez le peuple. Il y a trop de dissonance, il y a trop de bavardage, il y a trop de bruit. Et vous-même vous dites, nous sommes dans les bruits.
Mais justement, ça arrange Coca-Cola, ça arrange Porsche, ça arrange toutes ces sociétés et Zuckerberg et qui viennent mettre leur publicité dans vos conneries. Parce que ce n'est pas les conneries que vous dites qui sont importantes, c'est la masse, le volume de gens que vous accrochez. Les mouches suivent quoi? Je ne vais pas prononcer le mot ici, mais les mouches suivent quoi? Et ce n'est pas ce que les mouches suivent qui est important. C'est le nombre de mouches qui viennent suivre voilà, qui est important pour celui qui veut capturer les mouches. C'est pour ça que vous allez voir les algorithmes sont en guerre contre nous. Zuckerberg a refusé qu'on parle de politique, qu'on parle d'économie, qu'on parle d'éducation. Ils sont en train de tout casser. Ils ne veulent qu'écouter les gens qui ouvrent des cliniques, alors qu'eux-mêmes sont les premiers psychopathes et psychotropes de leur folie. En direct. Le bavardage. Je m'inspire beaucoup parce que j'écoute le peuple juif. Hein. C'est un peuple qui est en souffrance et qu'il faut aussi souffrir. C'est un autre débat. D'ailleurs, le débat même, c'est que les Africains qui sont musulmans, par exemple, prenaient leur Coran comme la vérité absolue. On nous présente souvent le monde arabe comme le monde abouti. Ils sont solidaires, mais c'est encore des conneries qu'on vient vendre aux Noirs pour faire croire que les Noirs, eux, ne sont pas solidaires. Qui est plus faible qu'un Arabe? Qui est plus fourbe qu'un Arabe? Sans vouloir polémiquer. Vous croyez qu'on peut bombarder un peuple comme celui de la Palestine aujourd'hui? Encore que la Palestine, c'est un nom à la base qui est juste colonial. La Palestine est juive aussi. Il y a la Palestine arabe aussi. La Palestine vient du mot philistin. Donc, vous savez un peu. Donc, on a réussi avec l'histoire à faire croire que palestinien veut dire arabe. Non. La Palestine, c'est une terre. Et cette terre appartient à ces peuples-là. Bon, alors, donc, je reviens. Vous ne voyez pas que les Arabes ont fui? L'Égypte même, qui a la même frontière avec leurs frères de Gaza, ferme la frontière. Je pense que même en Afrique, on ne peut pas atteindre ce degré de cynisme, ça. On enterre vos frères avec les bombes. Les enfants dans les hôpitaux sont bombardés. Mais vous fermez la frontière pour que même les réfugiés ne passent pas. Il faut payer 10 000, 20 000 dollars pour passer, pour aller chez l'autre frère. Où sont les Arabes? Mais ça, c'est leur problème. Mais en même temps, je parlais de peuple juif. Je disais, on peut critiquer la violence, l'intensité, mais est-ce qu'on a pensé aux gens qu'on attaque? Est-ce que quand on vous attaque, quand on vous déclare une guerre, quelles que soient les raisons, est-ce que c'est à l'autre de juger de la force que tu mets sur lui? Et c'est comme ça que beaucoup d'Africains réagissent souvent en victime. La victime, la position victimaire, c'est souvent de dire, regardez comment il me frappe fort. Mais quand tu vas provoquer la bagarre, tu ne peux pas dire que Francis Ngannou t'a donné un violent coup de poing. Tu es allé à la bagarre. Alors, soit tu t'apprêtes à aller vraiment faire la bagarre, soit tu réfléchis à t'entraîner comme dans les films chinois. On t'a tapé une fois, on ne va pas te taper au dernier combat. Tu rentres, tu prépares tes méninges, tu prépares tes forces et les faiblesses de l'adversaire, même si ça prend 100 ans. Et c'est ce temps-là qu'on ne veut pas que les Africains prennent. On ne veut pas que les Noirs prennent la conscience du temps de préparation mentale et physique et psychologique pour aller lutter demain. Il faut planter la croix sur le mont Ngorlituba, sur la grotte sacrée. Il faut arracher tous les enfants d'Afrique qui ont un peu le cerveau bien formé pour les mettre dans les universités en Allemagne. Et ils sortiront de là en disant qu'ils sont ingénieurs. Vous avez déjà vu un ingénieur qui ne peut pas aider l'armée de son pays même à fabriquer une grenade? Vous avez déjà vu une armée? Alors c'est pour ça qu'il faut reconstruire en réalité tous nos pays. Il faut reconstruire tous nos États. L'armée a une seule dimension.
la plus importante même, c'est le développement. Une armée dans un pays, c'est la capacité de mettre la technologie. Ce n'est pas les soldats qui vont lutter contre Boko Haram ou je ne sais pas quoi. C'est les laboratoires scientifiques qui font l'armée d'un pays. Là où on sort la bombe, les armes, les tenues militaires, les équipements, les stratégies. Il y a deux phases dans l'armée. Il y a une armée de recherche, l'armée de développement et l'armée pratique, opérationnelle. Ouais, quel est le pays noir qui a une armée? Ils sont habillés de la tête aux pieds par les lacets, les rangers chinois, les bérets français, les kalachnikovs russes. Et ils veulent combattre quand même. Ils veulent quand même aller en guerre alors qu'ils ne savent même pas démonter les armes. On parle d'une armée et ça c'est valable. Ça c'est juste, je parle de l'armée pour que tout le monde comprenne. C'est valable aussi pour la technostructure, la culture. Tu ne peux pas aller à la bagarre mondiale de l'intelligence avec un ramassis de ce que tu as colmaté chez les uns et les autres pour faire croire que tu es un intellectuel. Où sont les intellectuels africains? Ouais, évidemment, on va revenir au passé. On a eu Cheikh Anta Diop, on a eu ceci, on a eu... Ah, mais pourquoi on a eu? Et pourquoi on a eu? Pourquoi on n'a pas? Parce que, je vais vous faire une confidence, pour ceux qui ont la chance de faire les hautes études, on n'est pas là pour présenter nos CV tout le temps, mais quand vous faites un doctorat en Europe, ou au Canada, ou aux États-Unis, ce doctorat, le produit de ces recherches, appartient à l'université qui vous a financé. Vous le savez au moins. C'est pour ça qu'aucune découverte d'un Africain ne peut être prise en compte. Il y a toujours vol. Il y a toujours votre professeur, le directeur de thèse, il y a toujours le comité scientifique de cette université où vous avez fait vos recherches qui va prendre votre dossier et mettre la signature. Ça, vous le savez. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire qu'on a des enfants ingénieurs. Parce que leurs mémoires sont financées et faites dans des établissements qui ne leur appartiennent pas. J'ai connu un monsieur, par exemple, au Cameroun, qui est diplômé de l'école de mines. Et je le dis dans mon tout dernier livre qui est en train de sortir, La France et nous, pour nos enfants qui ne savent plus ce qu'ils doivent être à part vigile ou rappeur. Il y a des... Quand on vous enlève, on vous ramène dans votre pays, même si vous êtes docteur. On sait bien que vous ne pouvez pas gérer. On ne vous a pas donné les bases fondamentales de la construction, d'une mystique de développement. C'est la mystique du développement qui amène le développement. Ce n'est pas la récitation d'une thèse sur la linguistique. Et à ces gens-là, on va faire croire qu'ils sont importants, ils sont recteurs, ils sont ministres, ils sont tout, mais ils ne peuvent pas apporter des solutions concrètes à la bonne marche du village. Ils ne savent pas, c'est pas que le noir est bête, mais c'est qu'il n'a pas accès à la mystique de la création. Une sorte de créationnisme, un truc qui fait que l'homme commence à fabriquer des choses abouties. Ça fait 100 millions d'années qu'on fabrique les fers, les forgerons, mais on n'a pas réussi à moderniser. Et puis à un moment, un matin, quand un peuple s'est arrimé à sa mystique, à sa force spirituelle, à sa transmission avec ses ancêtres et ses dieux, il se met à fabriquer. Les peuples qui fabriquent ne nous dépassent pas. Mais c'est que quand le Coréen reste comme ça, il ne parle que coréen. Il ne respire que coréen. Il ne voit sa vie qu'en tant que Coréen, même s'il est où. Et en dormant, faites l'expérience. Pensez fort à vos ancêtres, même pendant 3 semaines.
dans les formations poussées qu'on fait, parce que les gens doutent d'eux. Tous les gens que je rencontre en Europe sont malheureux. Ils sont bêtes et méchants. Ils sont fragiles. Ils veulent paniquer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'enclos et on diminue les réserves, vous ne vous battez pas vous ne vous battez pas contre celui qui vous a mis dans l'enclos. Vous vous battez contre celui qui vient discuter le manioc avec vous dans l'enclos. Et celui-là, c'est toujours votre frère. Donc les Noirs ne sont pas plus méchants que les autres, c'est ce que je veux vous démontrer. Vous n'êtes pas plus faibles, vous n'êtes même pas maudits, vous n'êtes rien du tout de cela. Vous êtes seulement mis dans un petit sac. On a réduit et atrophié votre mystique, votre manière de voir la vie, votre pensée. C'est pour ça qu'en se cultivant, c'est pour ça qu'en ouvrant les yeux, c'est pour ça qu'en lisant d'autres livres, et c'est dimanche aujourd'hui, je parle de d'autres livres, en ayant connaissance de d'autres modes de pensée pour faire la synthèse, vous commencez à relativiser. La théorie de la relativité d'Einstein n'est pas hasard. Vous commencez à vous dire, ah, donc il n'y a pas qu'une seule vérité. Il peut y avoir plusieurs vérités. Mais parmi ces plusieurs vérités, qui a décidé donc qu'on choisisse la bonne? C'est quoi la bonne vérité? Et là, vous vous référez à ce que pensaient déjà vos ancêtres. Mais si vous ne savez même pas où sont enterrés vos grands-pères, vos grands-mères, comment vous allez retrouver la dignité? Je disais donc que faites l'expérience. Et si ça ne marche pas, vous m'écrivez une box. Donnons-nous rendez-vous dans 3 semaines, par exemple. Tous les soirs, écrivez, j'espère que vous partagez, écrivez le nom de tous vos ancêtres. Arrêtez-vous là où vous pouvez. Pour d'autres, c'est juste, ils s'arrêtent juste au nom de leur père, ils ne connaissent pas le nom de leur grand-père. C'est pas grave. Écrivez tous les jours que Dieu a créé le nom de vos ancêtres. Arrêtez-vous là où vous pouvez. Je vous donne un exercice mystique. Et vous dormez, vous pliez, vous mettez sous l'oreiller, vous le faites pendant 3 semaines. Et au bout, vous faites une demande. Une vraie demande, hein, pas qu'on ajoute de la bière. Faites une vraie demande sérieuse, d'une transcendance, d'une méditation profonde, et vous verrez si ça ne va pas se réaliser. C'est comme ça que les peuples qui réussissent font. C'est-à-dire, vous dormez chez vous en pensant très fort à ceux qui vous ont permis d'être vivants, et un matin, vous vous réveillez, vous avez la formule. Vous êtes très léger parfois. On ne peut pas être pauvre. Tous les Africains que je regarde ont le visage de la défaite. J'ai suivi comment le président, c'est une image, le président congolais, Tshisekedi, est allé s'agenouiller devant des prêtres qui sont des prisonniers et des bandits pour leur dire de leur donner la puissance d'Israël. Est-ce qu'un pays va vous donner sa puissance? Est-ce qu'on donne la puissance? Est-ce qu'on peut développer un autre pays? Depuis donc que vous êtes caché en France, au Japon, au Canada, en Belgique, est-ce que vous avez développé le Japon? Est-ce que les Noirs peuvent développer le Canada ou les États-Unis? Ils vont se contenter d'avoir un petit appart si la fille peut pousser un peu d'études là, ou le garçon pour essayer de payer les factures de papa dans la maison ou de maman pour vivre une vie d'immigré. Mais vous ne savez pas que c'est de vous-même que va venir la bonne décision. Le développement qu'on demande là. Nous, quand on rentre par exemple au Cameroun, c'est parce qu'on a trop de résistance. Et nous ne sommes que des humains. Et quand on a trop de combats, même pour rien, on est obligé de faire profit bas. La masse médiocre est plus forte que vous pouvez le croire. La masse médiocre est plus forte que vous ne pouvez le croire. Ils sont très puissants, mais dans la médiocrité. Les gens n'ont pas fui parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce qu'ils sont intelligents. Ils veulent survivre encore un peu. Parce que dans la vie,
remarquez que les peuples où il y a la dictature, il y a beaucoup... la pensée obéit vite. Le cerveau aime les répétitions. Le cerveau aime la facilité. La pensée est bloquée au slogan. Et en dictature, répéter les slogans est très facile. Vive le roi, vive le chef supérieur, vive le... Et ça, toute la foule reprend. Alors, celui qui ne crie pas dans la foule devient un danger. Parce que lui, qui est le plus intelligent, à un moment s'est dit, mais pourquoi je suis obligé de crier tous les matins, vive le roi Dieu? Et là, on va l'attraper, on va la mener devant le roi, et il sera exécuté sur la place publique. Voilà pourquoi les peuples en paix n'ont pas besoin de héros. Les peuples en paix ont besoin de poètes, des savants, d'écrivains, de danseurs même. Ils ont besoin d'artistes. Les peuples malheureux, les peuples qui ont des problèmes ont besoin de Messie. L'apôtre d'Ikandi, l'apôtre de Jérusalem, l'apôtre de ceci. Ils ont besoin de l'homme politique qui vient, le héros. Le héros a dit, l'homme le plus puissant du... Et puis ces gens-là, généralement, quand ils sont vénérés, soulevés, ils se croient héros, alors qu'ils sont des simples gens qui s'assoient sur la lunette comme tout le monde, et ils sont décapités après, quand la révolution... Donc on cherche quelqu'un pour amener le peuple vers la violence, et quand ils arrivent, c'est pour tuer ou se faire tuer, peu importe, mais l'histoire retient qu'on ne retient même jamais ces gens. Dans ces peuples-là, ils n'ont pas la capacité de célébrer, de relever un héros. Vous n'êtes pas bête, non? Vous doutez? Bon, allez me sortir, montrez-moi le cimetière de Wandi un peu, on voit. Pourtant, Wandi est mort fusillé à Bafoussam. Il est enterré là. On dit qu'il y a des milliardaires là-bas. Quel est le milliardaire qui a pensé à offrir un mausolée à Wandi? Mais il y a beaucoup de milliardaires, les trucs comme ça, qui ont construit plutôt des chapelles pour célébrer la religion chrétienne, le pape, le pasteur, le prêtre qui pédophile et tout ça. Donc, au lieu de rendre justice à ses ancêtres, les peuples non aboutis redonnent la fierté et la force aux peuples qui nous ont battus et colonisés et esclavagisés. Et c'est ça la transmission de ce matin. À qui vous envoyez vos égrégores? À qui vous envoyez votre force mystique? À qui vous envoyez la réflexion et les supplices, les supplications de la grandeur? Vous croyez que moi, vous savez pourquoi je suis heureux dans ce pays qu'on appelle la France? Allez taper mon nom, vous allez voir le respect qui m'est dû. La place, même si c'est difficile, même si on nous combat un peu, mais c'est pas... Chez nous, vous sentez qu'on veut vous tuer parce que vous pouvez éclairer les gens, parce que vous voulez libérer ce peuple, parce que vous voulez leur apprendre en réalité les méthodes d'accroissement de la pensée à la fin. Donc, il y a deux modes de transmission. Comme je le disais, la transmission orale et la transmission surtout écrite. Les deux vont de pair. Un peuple ne peut pas juste vivre de la transmission orale. Elle va se diluer. Elle va disparaître. Elle peut être trafiquée. Un peuple ne peut non plus dire que j'ai écrit le livre, ça me suffit. Tout ce que vous pouvez consigner dans le livre, il y aura aussi l'interprétation. Si je vous donne ce livre ce matin, vous allez aller interpréter vous-même. Regardez ce que j'ai dit à la page 45, par exemple. Ne raccrochez pas. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais c'est aussi une Bible. Bible ne veut rien dire.
C'est à chaque peuple de prendre un livre et d'en faire une Bible. On est d'accord? Le 4e chapitre, fabriquons et soyons ou soyons cons. Juste une phrase. De grâce, je vous en supplie, fabriquons ou soyons cons. Oui, soyons définitivement cons. Les conquistadors nous tiennent encore et encore aujourd'hui par la queue. Pendant qu'on tire le diable par la queue, ne vous offusquez pas, mes chers frères et sœurs. Je sais que vous êtes des seigneurs, on ne doit pas vous parler mal, mais la vérité est implacable. Nous voici face à nous-mêmes. Les autres mangent ce qu'ils fabriquent et nous aussi on mange ce qu'ils fabriquent. Est-ce que vous avez compris la problématique? La problématique nègre aujourd'hui, c'est que nous mangeons ce que les autres fabriquent. Parce qu'eux-mêmes, ils mangent déjà ce qu'ils fabriquent. Et c'est pour ça qu'ils trouvent qu'il y a un problème avec ces peuples qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils fabriquent. Je suis en France en ce moment. On a été bloqué hier, on n'a pas pu aller monter même sur Paris. Il y avait le salon de l'agriculture. Les agriculteurs se battent. Contre quoi? Les multinationales. Contre le système financier qui veut acheter les terres des gars, raser leurs petits champs pour en faire des macro-industries avec les engrais, la toxine, tout ça. Et le peuple de France dit on ne veut pas ça. Si les Africains écoutaient, voilà ce qu'on vous demande de faire chez vous. Chez vous, Bolloré a tout rasé. Chez vous, les PHP a tout arraché. Chez vous, les gens n'ont que la machette et la houe pour combattre. Et vous voulez que qui vienne vous libérer quand nous, on sera partis ou morts? Vous comptez sur l'élite, la petite politique là, où ils parlent de communautarisme? Où est la force de la pensée globale? Je vous prends encore un exemple. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes toujours dans le développement spirituel. Les Camerounais regardent ça comme si c'est un jeu lointain alors que c'est de leur propre avenir. Je pense qu'il y a la même élection au Sénégal là, mais dans quelques jours. On a mis la pression. Macky Sall voulait dire on se revoit l'année prochaine. Les gars ont dit oh arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Le Conseil constitutionnel, tous ils ont dit arrêtez cette imposture. Monsieur Macky Sall, vous donnez les élections avant avril. Bon, au Cameroun, les gars sont en train de se battre pour essayer de trouver une coalition qui ne marchera jamais parce qu'ils se détestent déjà comme des fous. Ils ne veulent pas se blairer déjà. Ils peuvent s'empoisonner. Je suis là-dedans. Et voilà des gens donc qui, au lieu de penser à un projet politique, projet ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose au peuple? Même s'ils ne comprennent pas, mais il faut quand même proposer. Ils n'ont rien à proposer, ils ont à proposer une coalition. Pour mieux ne pas s'entendre et quelqu'un va passer derrière, on va fabriquer sa candidature, il va croire qu'il est un leader politique. Le leader politique n'est fabriqué par personne. Oumniobe n'a été fabriqué par personne. Mandela n'a jamais été fabriqué par personne. Je vois quelqu'un qui me dit les agriculteurs français, leur problème est bien plus complexe. Vous n'allez pas venir m'expliquer. Vous ne pouvez pas. Je vous mets au défi, monsieur François, je sais pas qui, arrêtez de vouloir minorer mon enseignement. D'accord? Vous n'allez pas m'expliquer un problème de géopolitique en France. Allez faire ça au Cameroun où vous êtes peut-être les seigneurs de vos trucs à soi là-bas, mais vous ne pouvez pas en France venir me parler de politique. Ça, je n'accepte pas ça. Quand je dis qu'il y a un problème avec l'agriculture, je n'ai pas dit, je ne suis pas là pour exposer tous les problèmes, j'ai pris un pan. C'est ça qu'on disait la transmission. Vous voyez? Nous sommes là-dedans. En Afrique, on n'accepte pas que le plus brillant, le plus savant, le plus à même de conduire une population prenne les rênes. Le pauvre africain a été construit dans sa tête
pour ne pas accepter que quelqu'un d'autre peut lui donner le savoir s'il est noir. Si c'était un Asiatique ou un Blanc qui parlait ici, beaucoup allaient venir même cotiser. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire que je parlais de transmission tout à l'heure. Je parlais de transmission. Vous croyez que qui va amener le peuple à chercher à savoir qui est-ce qu'on doit écouter dans un peuple? Qualitativement, comment amener ce peuple à rechercher celui qui donne l'enseignement? Dans ce vacarme-là où chacun est expert de tout aujourd'hui. Moi, je suis expert de rien du tout, mais je parle parce que on a une dimension supra-spirituelle. C'est la mystique. Je voulais vous expliquer quelque chose. Il faut que les Africains tiennent compte de cela. L'intelligence qu'on vous a dit, qui est détenue par l'Occident, c'est une vue de l'esprit. La preuve, la capacité d'un bon avocat, d'accord, ce n'est pas la manière avec laquelle il récite tous les articles de loi. Nul n'est censé ignorer la loi, mais aucun avocat, aucun juriste ne peut maîtriser la loi. Dans toute son essence, elle est trop vaste. Ça mue, ça change, les amendements, tout ça évolue. Mais il y a un principe fondamental dans le droit, c'est une question de bon sens. Donc on va toujours vers le bon sens, donc vers la valeur axiomatique morale. Donc un bon avocat n'est pas celui qui récite. On forme quelqu'un qui devient un bon juriste par sa capacité à maîtriser la rhétorique. Est-ce que vous me comprenez là? C'est la rhétorique qui fait un grand avocat, c'est pas ça. Parce que dès qu'il y a un sujet, il ouvre un cahier, ils ont leur livre de procédure, ils ont tout, et ils cherchent là où on traite de cet article, et ils passent la nuit à bûcher, à se remettre dans le contexte pour aller défendre. Mais qu'est-ce qui va permettre à l'avocat d'aller défendre? C'est la rhétorique. C'est pour ça qu'il y a les bons avocats qui n'ont jamais gagné un procès, parce qu'ils n'ont pas la matière fondamentale qu'est la rhétorique. C'est ce que je veux dire aux Africains. Ce n'est pas l'école que vous êtes allé étudier en Allemagne qui fait de vous un ingénieur. C'est le principe actif de la fabrication qu'on ne vous donnera jamais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça terre à terre. Vous pouvez connaître comment on prépare. Vous pouvez connaître tout. On vous donne même tous les ingrédients d'une dolée. D'accord? Parce que tout le monde peut avoir les ingrédients d'une dolée. Allez même aux États-Unis, dans n'importe quelle boutique d'Africains ou de Latinos, là, vous allez trouver les feuilles d'un dollar, arachide, manioc, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la procédure, le process, le guide, comment on appelle ça, hein? La formule, vous ne pouvez pas faire le ndolé. Et aux Africains, on n'a jamais permis de donner la formule. Moi, je sors du Cameroun. Je peux vous dire qu'il y a tout pour fabriquer l'arme nucléaire. Et allez sur YouTube. Regardez si les voyous n'ont pas déjà tout effacé, parce qu'on efface mes vidéos. Toutes mes vidéos sont effacées ces jours-ci. Allez donc regarder. Vous allez voir que je suis l'un des premiers à parler de la force nucléaire que nous devons avoir. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Les combats de toutes parts. Parce que le noir croit qu'il va continuer de vivre sur cette terre en accompagnant les progrès scientifiques et techniques des autres. Le noir croit qu'il va continuer de se réfugier derrière les murs de l'église de quelqu'un
pour vouloir être béni, je ne sais pas par qui, alors que tous les peuples se battent pour ne pas être bombardés par la culture des autres et par la bombe atomique des autres. Vous avez donc des peuples comme ça qui n'ont pas encore accès à la mystique. Quand l'Afrique était Afrique, quand nous étions une société de la transcendance spirituelle, nos parents gagnaient des conflits, des guerres. Ils gagnaient des territoires. Ils avaient des armées. Nos parents, quand vous lisez même, ce n'est peut-être pas de la mythologie, parce que vous ne croyez en rien, mais c'est la réalité. Je prends l'exemple dans toute l'histoire des peuples. Dans chaque peuple en Afrique, regardez, quand on parle de fuite, de migration, on vous dit toujours que tel peuple Sanaga est arrivé à bord du fleuve Sanaga et ils ont pris le dos d'un caïman qui les a fait traverser. Pour vous, c'est de la rigolade. Non, c'est un symbole mystique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des Ashanti ou de la reine Pokou, ils ont traversé le fleuve à dos de caïman, à dos de crocodile, tout ce que vous voulez. Mais il y a eu un moment de leur histoire, dans la traversée, un gros animal qui est venu mettre le dos pour transporter le peuple. Alors quand vous ouvrez, par exemple, pour ceux qui ont la Bible, puisque c'est plus facile pour vous, quand on dit que l'autre, le peuple juif a erré pendant 40 ans dans le désert pour traverser la mer, l'autre a fendu. Donc il y a toujours dans l'histoire des peuples un récit commun. Mais ce récit-là doit être le vôtre. Est-ce qu'ils m'entendent même, ce peuple? Je n'ai pas à venir raconter l'histoire de Moshe ici, alors que j'ai l'histoire de mon propre peuple, qui est là, qui est 10 000 ans avant le peuple qu'on nous demande de réciter en Afrique, comme des moutons. Tout ce qu'on veut démontrer, que ce soit vrai ou pas, parce que les faits historiques, c'est pas de la littérature forcément, c'est pas du journalisme, c'est des faits qui peuvent être avérés ou pas, c'est de la mythologie ou tout, mais c'est pour dire à un peuple que face à n'importe quelle difficulté, vous avez toujours, à ce moment précis, Dieu qui apparaît et qui vous donne un dos de caïman pour traverser. C'est la traversée du peuple. C'est la traversée vers l'autre liberté. C'est la traversée vers une renaissance, une vie nouvelle, une grande proportionnalité à se redéployer à travers le monde. Tous les peuples du monde ont ce même récit. Et Dieu seul sait que si maintenant on met les faits historiques, quel est le peuple le plus ancien de la terre? Comment vous qui êtes là, vous qui devez raconter au monde votre histoire, c'est les autres qui sont nés hier, qui veulent colmater les brèches, arrangent votre propre histoire, peignent les visages et viennent vous donner. Vous savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui fait quelque chose de magnifique. Vous voyez, vous nous postez aujourd'hui sur Facebook vos visages, les visages fins, les visages bien sans rides, sans taches, alors que dans la réalité, vous êtes moche. Hein, c'est des applications, non? Voilà. C'est alors comme ça que chaque peuple doit se travailler, se voir, se créer de l'espoir, en gommant les blessures, les déchirures, les frustrations pour se présenter avec un nouveau visage, celui de la victoire, celui de la qualité, celui de la beauté, celui de la grandeur, celui de l'espérance. Et l'intelligence artificielle est en train de répondre à cette question spirituelle. C'est pour ça que vous qui jouez avec les réseaux sociaux, vous qui venez dans ce monde-là vous amuser, vous ne savez pas que tout est mystique, tout est spirituel, tout est codé, tout est codé. Alors, moi j'ai lu le Talmud, et c'est un livre juif qui est 10 fois plus vieux que la Bible que vous avez là. La Bible raconte une histoire d'environ 2000 ans. Mais le Talmud, c'est 3500 ans. Et j'ai lu les hiéroglyphes traduits, qui ont 15 000 ans.
On ne va pas monter plus loin. D'ailleurs, je demande souvent aux Africains, vous priez même les choses. On vous demande de montrer le tombeau de celui que vous aimez là, votre sauveur. Vous êtes incapable. Vous bavardez les reliques qu'on fait. Moi, je vous amène aujourd'hui en Égypte, je vous montre le tombeau de Toutankhamon, qui a 15 000 ans. Je vous amène dans mon village, je vous montre le tombeau ou les reliques de mon arrière-arrière-grand-père, qui remonte aussi à 1500 ans par là. Arrière-arrière, je vous dis. Mais comment quelqu'un qui est mort hier, là, ne peut pas nous montrer sa tombe? Bon, ça c'est un autre débat. Mais je disais dans le Talmud, par exemple, ce qui est intéressant, pour ceux qui ont un peu de culture, c'est que 3500 ans avant, ils annonçaient déjà, ils posaient des questions simples. J'ai lu une partie où on dit, à qui appartient le veau d'une vache qui n'est pas sa mère? C'est une question d'il y a 3500 ans. Et les gens ne comprenaient pas cette question jusqu'à ce qu'on comprenne aujourd'hui que, attention, ils pensaient déjà, sans le savoir, à l'insémination artificielle. Donc, je veux dire que tout ce qu'on nous amène là à réciter, les formules, ceci ne sert peut-être pas à grand-chose. Le jour où le peuple africain va se reconnecter à sa moelle spirituelle, l'avion va décoller. À un moment, tu te lèves, tu crées l'avion. J'ai expérimenté ça, pour terminer, ces jours-ci dans mon village, à Dehane, sur ma petite portion de terre. J'ai vu que les gens allaient prendre l'eau très loin. C'est difficile pour les personnes âgées et tout. J'ai dit aux gens que je vais faire un forage. Je me suis levé le matin, je dis, mais pourquoi les gens portent encore les bassines? En ville, on coupe l'eau. Dans les villages, il n'y a plus l'eau. C'est souillé par le chlore des cônes de Bolloré qui pompent et PHP qui pollue la nappe phréatique et tous ces trucs-là. Ces multinationales qui coupent la forêt et tout et viennent nous donner des leçons de morale. Est-ce que l'Africain est honnête envers lui-même? Et puis un matin, j'ai dit, je vais mettre de l'eau ici. Les propres villageois ont dit qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas possible que l'eau coule. Je ne leur en veux pas. Ils n'ont jamais su que l'eau peut couler. Aujourd'hui, les gens s'alignent de 5 heures à minuit devant le forage, le petit forage que je leur ai donné. Eux qui n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas cru. Donc, nous tous, on peut donner si on élève la pensée. On peut sortir de l'Afrique de là. Tout est possible. Mais l'Africain ne croit en rien. Regardez le nombre qui est à regarder, un direct comme ça qui devrait être sauvegardé, mis dans des universités. Et heureusement qu'on a beaucoup de retours. Moi, je ne fais pas du populisme. Je ne suis pas là pour vous dire tuons, aimons la Russie ou pas. Que chacun règle ses problèmes. Je suis là pour vous dire, mais chaque peuple doit trouver les solutions. Vous savez, le monde est en train de vivre une période où pour rien au monde, vraiment, je n'aurais pas accepté de vivre cette époque. Les barrières tombent. La Russie est en train de mener la bataille des Africains. Mais comme les Africains se prennent pour les Russes, ils veulent se cacher derrière les Russes au lieu de prendre juste le secret de la bataille. Les Russes ont aussi été battus. Les Russes ont été démontés. On a détricoté leur économie. On a détruit leur force, leur capacité à se regrouper. On a cassé l'Empire, l'URSS, si vous voulez. Vous n'avez pas connu la perestroïka. On n'est pas là pour raconter. Je ne suis pas historien de vos vies. Mais je vous dis que après, il leur fallait qui? Un leader qui va leur dire non. Mais avant que Poutine ne déclare la guerre, il s'est assuré qu'ils ont d'abord un moyen de paiement qui peut tenir. Ça s'appelle le CIR. C'est comme les cartes bancaires Visa que vous avez. Donc, les sanctions européennes, eux, ils avaient déjà la parade.
Ils ont chassé toutes les entreprises occidentales, Renault, tout ce que vous voulez, McDo même, tout ça. Le lendemain, ils ont changé McDo par d'autres trucs. Ils ont trouvé leur truc pour garder le... Si vous comprenez. La transition entre ce monde qu'ils ont rejeté et leur capacité, ça n'a même pas fait 2 jours. Donc les Russes avaient suffisamment préparé leur capacité à tenir. Ils ont réparé la route avec la Chine par la Mongolie. Et la Chine est liée à l'Inde, toujours par le sud. Voilà. Et c'est comme ça qu'un peuple peut aller à la bagarre pour sa liberté. Imaginez les Russes qui ont l'arme supersonique. C'est aujourd'hui qu'ils cherchent leur vraie liberté. Vous, les Africains, vous n'arrivez même pas encore à transformer le manioc en tapioca. Et c'est vous qui êtes là en train d'insulter, de déranger, au lieu d'étudier, au lieu de chercher la transmission, au lieu de maîtriser les codes, au lieu d'aller chercher d'abord où se cache votre Dieu qui a toute la puissance. Et Amouleti. Et Amouleti. Bon, c'est le guide. Je n'ai pas honte de vous dire qu'il y a ce livre que chaque Africain devrait avoir, pas par sympathie pour moi, je ne suis pas votre ami, mais pour vous-même, ou pour vos enfants. Et puis là aussi, et si on s'augmentait, c'est pour moi le livre, l'un de mes livres les plus aboutis, parce que je suis allé dans une réflexion qui m'a à un moment fait peur, parce que c'est trop spirituel. La spiritualité, l'argent et l'éveil. Vous n'avez pas ces 3 choses-là, allez dormir sur les caveaux. Vous allez disparaître. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de disparaître. Ce n'est pas nos lives qui vont changer les choses. J'en suis conscient. Mais ça sera la manière dont nous allons amener ce peuple à reconnaître l'intentionnalité. L'intentionnalité, ça veut dire la véracité dans celui qui vient nous parler. L'interlocuteur ne doit plus nous tromper. Si nos ancêtres étaient formés dans la détection de l'intentionnalité, on n'allait pas tromper Douala Mangabel, encore qu'on ne l'a pas trompé. Mais ils étaient déjà dans la sauce. Ils n'ont pas su que l'homme qui atterrit là est un ennemi. Ils ont compris plus tard. Alors que dans la cosmogonie africaine, on dit bien que quand tu vas manger à la table du diable, il faut que la fourchette soit très longue. Mais eux, ils ont trop embrassé le missionnaire, qui leur a appris la position du missionnaire. Il leur a pris toutes les amulettes qu'on est allé brûler avec les allumettes. Il leur a dit, apportez-moi tous vos hiboux cachés là. Apportez les crânes de vos ancêtres ici. Venez me donner tout ça, parce que Dieu n'aime pas ça. Allez donc au Vatican me montrer que Dieu n'aime pas ça. Allez donc me montrer. Il y a les crânes partout. Allez même là-bas à Jérusalem, ils font les cultes des crânes et des morts partout. Vous ne pouvez rien avoir si vous ne passez pas par le culte des morts. Or, on a dit aux Africains de détruire leurs morts, dont leurs parents. D'accord? Voilà, énigmatiquement parlant, là où nous en sommes aujourd'hui. Si nos parents avaient su, parce que vous ne connaissez pas, nos parents même, on ne va pas les juger. On peut se mettre dans le contexte. Parce que chez nous, c'est quand tu es mort que tu apparais en blanc. Le fantôme a quelle tenue? Si vous êtes vraiment africain. Dans la nuit, le fantôme est comment? Le fantôme apparaît comment? Répondez vite là, on va partir. Si vous voulez, maintenant on termine par une séquence vraiment mystique. Je vous explique un contexte historique de point de vue mystique.
Le fantôme apparaît comment? Ah ah. Et c'est quoi le fantôme? C'est quelqu'un qui est allé dans l'autre monde. Et nos grands-parents donc, parce que moi je suis en contact avec ces esprits-là quand même. Je me dis que nos grands-parents, quand ils ont vu donc ces gens-là arriver dans les bateaux, et par la mer, par les eaux, ils ont cru que c'est leurs ancêtres qui reviennent, parce que c'était coutumier. Les esprits, les grands esprits vivent où? Les esprits des morts vivent où? Dans la nature, mais plus dans l'eau, où il y a un autre monde. Ceux qui sont en Konsamba savent de quoi je parle. Quand on fait les dons chez les Mbo et tout, on va au lac. Ils ont leur ruisseau sacré là-bas. On ne va pas tout dire ici. On dépose dans les cosmogonies africaines. Il y a des fêtes où on prend chez les Batanga, chez les Sawa, on prend souvent la nourriture, on prend les trucs lors des fêtes dans les panions, mais on entre, on va déposer aux esprits des morts, aux esprits de l'eau. Et c'est pour ça que dans les cultures, vous avez les mamiwata, au lieu de les célébrer, vous êtes là en train de faire la guerre, on les insulte, vous jouez avec vos propres esprits. J'étais donc au Danemark il y a quelques années. Ceux qui savent, l'emblème au Danemark, c'est un mamiwata. Parce que le Danemark, ce n'est une somme d'îles, entourée d'eau, évidemment. Et le dieu du Danemark, c'est le mamiwata. Je dis bien mamiwata. Et tous les gens, tous les Danois, chaque matin, passent jeter les dons, la pièce, tout ce qu'ils veulent, les offrandes à ce mamiwata avant d'aller au boulot. J'étais avec des amis danois, on passe, ils me disent, attention, une minute, j'ai oublié d'aller saluer notre Dieu. Je dis, mais comment ça, votre Dieu? Alors, bon, bref. Donc, nos grands-parents se sont dit, finalement, en voyant ces gens accoster ou venir, ah, voilà nos ancêtres, voilà nos parents qui reviennent nous chercher. Ils ont peut-être une bonne nouvelle, comme ça se passe dans l'Ongondo, pas le Fongondo commercial aujourd'hui, ou les fausses fêtes, l'Ompo, tout ça, c'est des conneries. Je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi quand un Africain, quand il y a des fêtes traditionnelles, on dit Ngondo, tout ça, les fêtes africaines, à côté des rites traditionnels africains, l'église catholique vient tuer et anéantir toutes ces forces qui devraient nous libérer. Quand un patriarche meurt en Afrique, on dit c'était un grand... Vous voyez, on vient de me signaler que mon direct a été bloqué par le stream. On dit que j'ai sorti des audios ou des propos. C'est bloqué, hein? Ils viennent de me faire un message. Qu'il paraît que votre vidéo contient des éléments. Il paraît. Dès que j'ai commencé à élever la pensée, ils ont bloqué là. C'est incroyable. Je vous prends en direct. Ils viennent de m'envoyer un message. Ils ont bloqué le live. Ils disent que votre vidéo contient de vous à moi. Qu'est-ce qu'on a dit qui attaque la stabilité du monde? Vous voyez donc pourquoi c'est à vous de partager. C'est à vous de nous organiser des conférences, de nous inviter dans des pays. Il faut qu'on se parle. Il y a une transmission qui doit être aussi directe. C'est ça, l'oralité dont je parlais, la force de l'oralité. Dès que j'ai commencé à élever le débat spirituel, vous avez vu vous-même le message. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Pendant que nous, on travaille ici, ils travaillent aussi là-bas à nous bloquer. Pendant qu'on développe ici, ils savent que c'est nous le danger. J'espère donc que vous avez compris ce message. Enregistrez-le sur toutes les plateformes. Ça ne va pas vous ajouter le pain, mais je change la vie des gens. Voilà. Vous êtes en direct et nous sommes victimes de ça depuis.
Beaucoup m'écrivent, le guide, tu ne nous fais plus de direct. Comment on peut faire des directs quand nous sommes attaqués dans le fond même de notre pensée? Bon, si vous voulez, je mène des Didi Bango tout à l'heure, on se met à danser. Vous allez voir qu'on va monter à 2000 vues. Ah, ils veulent que je mette coupé, décalé là tout de suite. Hein? Ah non, non, non. Ils veulent nous transformer tous en danseurs pour dire, voilà ces gens, voilà ce qu'ils sont. Ils sont rien du tout. Peanut. Et on peut leur marcher dessus. Et je vous ai dit donc que quand on a donc vu ces esprits des morts vivants venir, nos parents ont cru. Ils ont cru. Et pourtant. Pour terminer, c'est le chanteur, le guitariste d'Asiko, Aladdin Bikoko, qui avait été invité ici par Claude François et Johnny Hallyday, écoutez bien, en France, parce qu'ils étaient au Cameroun, dans les années 70. Est-ce que vous avez compris? Quand le gars arrive donc à Paris, c'est le jour où Claude François est mort électrocuté. Et qui vient le chercher, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday l'amène dans sa villa de Marne-la-Coquette. Il sort le vin et il lui donne la guitare. On dit de jouer. Et Aladdin Bikoko nous dit, alors on l'arlait Mawanda, Dombaye ni Wilme. Ils ont enregistré Bikoko pendant toute une journée. Lui croyait que c'était par amitié, qu'il était... Or, ils étaient en train de lui voler son art, sa manière de jouer. Et plus tard, on a retrouvé ça dans la guitare qui joue dans un des albums de Johnny Hallyday qui s'appelle Tennessee. C'est les accords d'Asiko, d'Aladin. Je peux vous en dire plus sur Talent André Marie, sur tout ça. Mais bon, ne changeons pas de sujet. Bon dimanche. Contactez-moi si vous avez des soucis de quelque nature que ce soit. Contactez-moi si vous avez envie d'évoluer dans la pensée. L'heure est arrivée de bousculer un peu. Et nous allons combattre. Akeva.